juste baisser cette belle mélodie de Jean Viedac. C'est un autre génie camerounais qui est mort sans avoir vu, sans être témoin du moment où il fera beau au Cameroun. Il fait partie des gens qui seront valorisés le moment venu, quand il fera beau et qu'il y aura un panthéon de tous les grands esprits qui ont tatoué notre image, notre histoire collective commune. Donc c'est Jean Viedac. Je crois qu'il y a un jeune de la nouvelle génération qui lui a rendu hommage ces derniers temps-ci. Alors, dès qu'on a un certain nombre, on va partir, comme d'habitude, pour attaquer le sujet de ce soir. Bonsoir, chère Annick, Déborah. Comment vas-tu du côté de la Côte d'Ivoire? Est-ce que tout va bien là-bas? Si oui, eh ben c'est... oui, oui, il fera beau au Cameroun. Il y a aucun doute dessus. Il faut affirmer cette phrase avec beaucoup de certitude et de foi. Il fera beau au Cameroun bientôt. Parce que, comme je vous l'ai dit, on y travaille. Bonsoir, chère Angèle et Vina. Merci de nous honorer de votre présence aujourd'hui encore. On écoutait quelqu'un de chez vous, là, quelqu'un du sud Cameroun, le sud profond. Joseph Komessila, né donc dans le sud profond du Cameroun, qui a valorisé à son temps ce rythme-là du sud Cameroun, le mbol, avec beaucoup de succès. Il lui a appliqué quelques notes de sonorité internationale, essayant de faire un mix très agréable à l'écoute à l'oreille. Bonsoir, cher Roger Chamaleux. Merci de nous rejoindre. Je ne sais d'où vous êtes connectés, mais en tout cas, c'est un plaisir de vous savoir parmi nous. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que vous entendez très bien? Ou est-ce qu'il faut parler plus fort? Est-ce que tout va bien? Ah, Roger est de Washington, aux États-Unis d'Amérique. Justement, j'ai reçu beaucoup de courriers et d'appels de Washington ces derniers temps-ci, ces derniers mois. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une forte mobilisation de Camerounais vivant dans ce coin du monde-là, Washington et Canada. Beaucoup d'appels de ce côté. Il y a Philippe, Saint-sur-Saint. Bonsoir cher Philippe Bichobi Bitan. J'espère que vous allez très bien, cher frère. Merci de nous rejoindre. Bonsoir Martial Ninke. Un plaisir de vous retrouver. Vous êtes depuis Madagascar, d'accord. Madagascar, Antananarivo. Cette belle archipel avec des îles plutôt splendides. J'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques années en arrière. Comment allez-vous de ce côté, cher Martial Ninke? Voilà, j'ai juste coupé le son là. Voilà. Donc, comme d'hab, dès qu'on a un certain nombre, on y va. On va lancer cette communication. Déborah, qui est donc du côté d'Abidjan. Déborah, est-ce que tout va bien à Abidjan aujourd'hui? On a vu les investissements colossaux de votre gouvernement réalisés qui ont transformé complètement la physiologie du pays en très peu de temps, comme quoi, quand on veut qu'il y ait de la volonté politique, on peut faire beaucoup de choses en très peu de temps. C'est vrai qu'il n'y a pas d'œuvre humaine qui soit parfaite, mais il faut commencer quelque part. C'est avec des petits pas qu'on parvient à faire de grandes choses. En tout cas, je suis personnellement subjugué parce que je vois se réaliser en Côte d'Ivoire ces 10 dernières années. C'est du très bon travail qui dénote
une certaine vision, mais surtout un amour pour le pays, ce que j'appellerais du patriotisme. Voilà. Euh, Martial, est-ce que c'est le cas aussi à Madagascar, ce que nous observons en Côte d'Ivoire? Est-ce que les choses se passent pareil du côté de Madagascar? Bonsoir, chère Marlène. Marlène, qui est notre compatriote de Paris, hein, qui a roulé sa bosse dans tous les grands groupes de cosmétiques. Il faut penser, au moment où il fera beau au Cameroun, de venir avec ce savoir-faire-là accumulé durant toutes ces années pour des grands groupes, Hermès pour ne rien cacher, nous exporter ce savoir-faire au Cameroun. Avec la créativité qu'ont les jeunes Camerounais, il y a matière à développer un pôle d'excellence autour de ces matières de cosmétiques. J'ai vu que dans la parfumerie, il y a de grands pas qui sont faits, hein, avec des parfumeurs locaux, pardon, les parfumeurs locaux, Paul Gabi, pour ce qui est du Cameroun, Douala, j'ai pu voir, qui sublime les senteurs africaines, en reprenant d'ailleurs certaines épices qui rentrent dans notre art culinaire africain, notamment le cuit pour ceux qui connaissent très bien cette région du Cameroun là, qui est l'ouest du Cameroun. Alors, on va pas tarder à y aller, ouais, puisqu'on est déjà le quorum qui est atteint. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Ce soir, nous allons poursuivre notre odyssée dans la communication qui a été entreprise depuis plusieurs semaines déjà à rebours. Comme la répétition, c'est la mère de la sagesse, hein. Et il faut peut-être replanter rapidement le contexte. Allez, moi je réagis, c'est un droit de réponse à une série d'attaques dont j'ai été l'objet de la part de Ferdinand Ngongor, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, qui a acheté un problème qui concernait l'un de ses poulains, le criminel Émile Parfait-Simb, qui s'est illustré notamment ces 3 dernières années par l'escroquerie de 300 000 familles africaines à travers une fausse crypto-monnaie, en fait, qui était le prétexte à l'arnaque. 300 000 familles africaines qui se sont trouvées soulagées de près de 5 000 milliards, 5 000 milliards de francs CFA. Argent qui a commencé à être recyclé, évidemment, dans des investissements immobiliers gigantesques, l'acquisition d'autres patrimoines. Pour ce qui concerne l'immobilier, pour ce qui concerne le foncier, j'ai eu la chance, je crois que c'était divin à l'époque, hein, Dieu m'a instrumentalisé, en disant, bon voilà, rapproche-toi de ce monsieur, à un moment donné, dans votre relation, dans le parcours de votre relation, il sera malhonnête, mais tu pourras au moins être un témoin oculaire et auriculaire de ce qu'il a fait de l'argent barboté à tous ces gens-là. Une véritable catastrophe, hein. C'est un drame social qui a ému les gens partout, hein. Il n'y a que les gouvernants camerounais qui n'ont pas été particulièrement émus, et pour cause, eh bien, au sein des saints du pouvoir camerounais, notamment au niveau de la présidence de la République du Cameroun, le secrétaire général, eh bien, il y avait de fortes complicités, à porter comme chef de file Ferdinand Ngongor, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, s'il vous plaît. On n'est pas dans un mauvais polar, on est dans la réalité. C'est vrai, donc ces gens-là, ils ont couvert l'opération avec tout un aéropage de complicité au niveau de la magistrature du Cameroun, des procureurs généraux, des présidents du tribunal, des juges. Euh, dans la gendarmerie, des gens comme le colonel Mesmaï Lundu, un flic ripou, des gens comme le colonel Pierre Bikele, qui ont servi de couverture à ce monsieur, le lieutenant-colonel Mbialo de la gendarmerie, encore complètement pourri, en tout cas au niveau de son top management aujourd'hui au Cameroun, puisque celui qui contrôle ce corps qui jadis fut un corps d'élite, une institution respectée, ben celui qui la contrôle désormais, c'est Ferdinand Ngongor, grand pourri parmi les pourris, hein, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Bon, moi, je préfère dire les choses telles qu'elles sont, hein. On va pas se mentir. L'hypocrisie, voilà où ça nous a mené, quoi. Après 40 ou 50 ans d'indépendance, nous en sommes là parce que nous ne savons pas dire les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est des pourris.
ça ne fait pas de moi quelqu'un qui a une détestation particulière pour eux, même si mon souhait personnel, c'est qu'on vienne à bout de cette vermine qui a contribué à pourrir notre pays et surtout à retarder le parcours qui devait être celui d'une grande nation comme le Cameroun, qui, à mon avis, mais c'est pas qu'à mon avis, c'est un fait, c'est factuel, est le pilier de croissance et de profitabilité de la zone CEMAC. Mais là, on va dire, on est à, allez, 40% de ces possibilités. Il y a tant de choses à faire, avec une ressource humaine formidable, des talents qui essaiment un peu partout dans le monde entier, mais qui sont complètement muselés, hein, avec ce système sataniste qui a placé au cœur du pouvoir des gens qui n'y avaient rien à faire, parce qu'ils n'avaient soit pas l'expertise, soit pas le niveau de rectitude et d'éthique qui caractérise les hommes d'État. Donc c'est cette vermine-là qui a pris en otage aujourd'hui notre pays et dont il faudra se débarrasser pour prioriser sur ceux qui peuvent apporter des choses. Parce qu'attention, je ne dis pas que tout le Cameroun dirigeant est constitué de personnes pourries, c'est pas ce que je dis. Je dis que les pourris, en tout cas quelques-uns, sont identifiés, c'est eux que je montre du doigt, ici, et je le fais étant très à l'aise, habité par un pouvoir, celui que nous ont laissé nos ancêtres, en disant à l'époque, bon, allez, les enfants, on vous laisse le pays, il est de votre responsabilité d'en faire quelque chose de bien pour les générations d'après. Parce que nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous la gardons pour nos enfants. Donc, à partir du moment où on est dans la démarche d'avoir pris quelque chose dont qu'on passera aux générations d'après, eh ben, il faut faire attention. On ne doit pas se comporter comme de petits jouisseurs qui se contentent de se faire plaisir en tapant dans la caisse à volonté, en gardant des stocks et des stocks d'argent dans des maisons, argent volé bien entendu, mais surtout en détruisant l'État et ce qui fait son fondement majeur, qui est le droit. Donc quand il n'y a plus de droit dans un pays, dans une nation comme le Cameroun, eh bien ce n'est plus une nation. On est dans le règne de l'ensauvagement. C'est ce qui a cours depuis un certain temps, qui fait qu'on a notre note qui est dégradée au niveau des agences de notation. Il n'y a pas grand monde qui encourage à aller investir au Cameroun. Pourquoi? Parce que l'environnement des affaires n'est pas rassurant. Hein. Quelqu'un vous barbote votre argent, ça a été mon cas. Un an à mettre de l'argent personnel dans une affaire, un an de sacrifice à être là, à la disposition d'un projet, et pour qu'un jour on se lève et qu'on nous dise non, 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 tout ça est fini. Et votre argent, vous n'avez pas le droit de le revendiquer. D'ailleurs, si vous continuez à le revendiquer, on vous envoie des tueurs. C'est ce qui s'est passé dans mon cas. Heureusement que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous n'avons pas une nation complètement pourrie. Oui, il reste de grandes personnes, et même autour du vieux, du président, il reste des gens qui sont intègres, qui sont loyaux, pas qu'au président, mais qui sont loyaux à la nation camerounaise, qui estiment que le fait qu'ils soient à ces postes-là, ils le doivent quelque part aussi à l'État du Cameroun qui les a fabriqués. Donc on répondra tout à l'heure à plusieurs questions. J'ai vu que dans les attaques, je ne sais pas le degré d'instrumentalisation de ces attaques, il y a des gens qui viennent qui disent oui, il a été dans le système, il était avec eux, il mangeait hier, aujourd'hui il veut cracher dans la soupe. J'y reprendrai tout à l'heure. Peu importe le niveau de véracité ou le degré de sincérité de ceux qui viennent répandre ce type de dénonciation calomnieuse, je pense qu'il va falloir quand même y répondre pour ceux qui ne savent pas et qui de bonne foi veulent s'instruire, comprendre ce qui se passe concrètement dans notre pays. Donc voilà, maintenant que le décor est planté, on peut s'attaquer au thème d'aujourd'hui. Alors, la Russie, je vous ai dit, est le pays où j'ai introduit Émile Parfessim. Comment? Eh bien, parce que ces derniers ont entrepris de m'approcher il y a 2 ans, bientôt, avril 2022, parce qu'il avait un projet de diamants et d'or que lui a signé le président Touadéra en Centrafrique, une concession minière. Sauf que pour l'exploration, pour l'exploitation de ces mines de diamants et d'or, il avait besoin de s'appuyer sur des mastodontes à l'international, des grandes firmes ayant pignon sur rue, mais ayant surtout le capital financier et toute l'industrie, tout le savoir-faire, tout le savoir-faire technologique pour mettre en place ces projets-là. Donc il m'approche à l'époque parce qu'il a essayé en vain plusieurs fois d'entrer dans le Schengen. À tous les coups, les visas lui étaient refusés. Et donc il voit en moi, en tout cas mon cabinet, la structure qui peut l'aider à créer ces rapprochements.
Donc voilà comment je l'ai mis en contact avec le cabinet franco-russe qui a donc commencé à travailler avec lui dans la perspective du développement de ce projet-là, de ce projet minier en Centrafrique. Sauf qu'il se trouve qu'après l'arnaque dont j'ai été sa victime en juin 2023, eh bien, il a fait quelque chose de très extraordinaire. Et je vous partage cette expérience parce que vous êtes appelés, vous aussi, à faire des affaires demain en Afrique. Et il vaut mieux savoir tous les nouveaux types d'arnaques qui existent aujourd'hui dans notre contrée. Donc, vous pouvez venir avec quelqu'un et du jour au lendemain, parce qu'il a des relations dans la police, il vous colle l'infomotif. Ah oui, il est là pour déstabiliser le pays. Ça, c'est le motif le plus courant maintenant. Et donc, vous vous retrouvez du jour au lendemain traqué par les forces de l'ordre, avec sur vous le manteau du mec qui est venu organiser l'insurrection du pays. Il vous donne quoi? Il vous donne la possibilité de prendre le premier avion, de partir, mais en faisant cela, vous oubliez tout ce que vous avez investi dans le pays, quoi. Ça, c'est l'arnaque la plus répandue, en tout cas, que moi j'ai expérimenté avec Émile Parfessim, puisque j'en ai été sa victime. Donc en juin 2023, il me crée un scénario pareil, sauf qu'il a bien travaillé. Pourquoi je vous parle de la Russie? C'est pour que vous compreniez très bien. La première chose qu'il a fait, aidé donc par Ferdinand Ngongo, donc toute la connexion, c'était de dire aux Russes qu'il a la bénédiction des autorités du Cameroun, qui l'ont conforté, ou plutôt qui lui ont dit que moi je serais un agent secret français introduit au Cameroun pour déstabiliser le pays à quelques mois de la présidentielle. Et donc, avec ça, il a rajouté donc aux Russes un certain nombre d'informations que j'ai appris récemment, donc à la faveur de cette venue à Moscou, notamment que voilà, je serais quelqu'un de dangereux qui s'est opposé à l'entrée de la Russie dans le capital de la chaîne de télévision que je dirigeais. Alors comment on fait pour s'opposer à des gens qu'on a ramenés dans un projet? C'est quelque chose d'assez extraordinaire, mais je préfère quand même vous dire les choses telles qu'elles sont passées. Moi, quand j'ai pensé qu'il fallait structurer le tour de table de cette chaîne de télévision, j'étais dans l'idée qu'il fallait, puisque c'était un produit international, il fallait que ce soit un produit international ouvert, avec un alignement des intérêts. Donc j'avais vu le tour de table autour des États-Unis, de la Russie et de la France. Je m'explique. Je voyais dans l'actionnariat un actionnaire, en tout cas dans le conseil d'administration, un actionnaire russe, des Américains, des Français, donc des Russes, des Américains, des Français. Pourquoi? Parce que moi, je suis très attaché à l'histoire. Et le fait parfois d'oublier cette histoire fait que beaucoup d'événements se répètent à nous. Moi, je me rappelle que c'est l'Amérique qui a poussé aux décolonisations, c'est elle qui a encouragé à l'indépendance des pays africains, et c'est la Russie qui l'a conforté en intervenant auprès des nationalistes, des résistants africains, en les aidant militairement pour que ces derniers puissent, en tout cas dans les pays où il y avait des guerres d'indépendance, pour qu'ils puissent y parvenir. Donc nous avons un peu une dette qui est une dette morale qui date de ce temps-là. Et avec la France, il se trouve que nous avons des relations qui sont des vieilles relations. Aujourd'hui, c'est quasiment le même peuple. Hein, combien de franco-camerounais, père normand, mère camerounaise, et vice-versa, c'est des choses qu'on ne peut plus changer. C'est une famille. Ça veut dire quoi? On dit en langue bassa, c'est une ethnie du Cameroun, que quand on se blesse dans la bouche, il y a une partie du sang qu'on est obligé d'avaler et l'autre qu'on va cracher. Donc c'est un peu ça la relation entre le Cameroun et la France aujourd'hui. C'est une même famille, appelée à se déchirer souvent, mais malheureusement on ne choisit pas sa famille. Je ne vais pas renier mon neveu ou mon fils qui a un parent français et vice-versa, quoi. C'est une même famille, donc on est obligé d'être ensemble, de réinventer, c'est vrai, la relation. Nous y avons travaillé. Il me souvient que à l'époque où Nicolas Sarkozy était président en France, j'ai eu la chance d'appartenir à un groupe très restreint qui était proche du premier cercle. Et donc à l'époque, nous faisions des propositions. Moi, j'avais proposé à l'époque de réinventer la relation que la France avait avec l'Afrique, en considérant qu'au moment où les accords, les fameux accords coloniaux se scellaient au temps de Gaulle, on était quoi? On était sur des ratios démographiques complètement ridicules. Il y avait peut-être 3-4 millions d'habitants au Cameroun.
Et donc, évidemment, c'est des accords qui allaient dans le sens de la France, simplement. On prend la ressource, le sol et le sous-sol nous appartiennent. Bon, et les gens qui sont là, sur place, ils font comment? Donc, le temps a passé. Aujourd'hui, on est 30 millions d'habitants dans un pays comme le Cameroun. On ne peut plus continuer à faire prospérer ce type d'accord. Donc, il faut repenser la relation pour qu'on soit sur quelque chose de gagnant-gagnant. Ça, c'était le postulat qui était le mien à l'époque dans le cadre de ce think tank et qui est un postulat qui avait une certaine audience d'ailleurs, qui était entendue. Sauf que bon, on s'est heurté au corporatisme, aux résistances, des gens qui avaient déjà des intérêts locaux et qui n'entendaient pas, qui laissaient tomber certains. Bon, mais ce que j'avais prévu de toutes les façons, c'est qu'on arriverait à ce scénario, au scénario où la France serait honnie et insultée de partout, pour le grand malheur des Africains et des Français, parce que une France faible aujourd'hui, c'est quelque part une Afrique faible, parce que si vous voulez, nous n'avons pas mis tous nos œufs dans un seul panier, nous avons mis nos œufs dans les deux paniers, et donc s'il y a l'un qui se casse, eh ben on paye des deux côtés, quoi. Donc on est en train de payer aujourd'hui l'absence de prospective, d'anticipation, parce qu'à l'époque je disais un truc très simple, on ne peut plus continuer à faire de l'Afrique l'endroit où on va au Niger, on prend de l'uranium, on vient développer Areva, on en fait un formidable pôle nucléaire, pendant que le Niger est plongé dans l'obscurité. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc il fallait penser à un moment donné qu'on peut se co-développer pendant que la France continue à être une puissance industrielle, et bien qu'on amorce aussi les jalons de l'industrialisation dans des pays africains. Parce qu'il n'y a que par l'industrialisation qu'on peut réussir à venir à bout des chômages de masse qu'on peut observer dans ces pays africains, parfois 70% de taux de chômage. C'est juste inacceptable. Et donc, pour y arriver, il faut industrialiser. Pour industrialiser, il faut l'autonomie énergétique. Et ici, on a des matières premières, l'uranium en l'occurrence, matière première du nucléaire. Ben, pourquoi ne pas envisager la solution nucléaire, en tout cas le nucléaire civil, comme étant une solution déjà aussi pour les pays africains qui sont producteurs de ces matières premières. Donc ils n'ont pas compris à l'époque, ils ont tiré sur la corde, tiré, et aujourd'hui cette corde est en train de casser. Bon, ça crée du tort à beaucoup de gens, mais ça n'enlève pas qu'il y a une relation qui est là. Moi j'ai toujours dit, j'aime beaucoup les Chinois, ils nous ont aidés dans beaucoup, dans beaucoup de situations. Moi j'ai vu au Congo-Brazzaville, pour casser la falaise du Mayombe, et tout, pendant 40 ans, nos frères français, par exemple, ils ont prétendu qu'on ne pouvait pas faire de route là, c'était impossible. Il a fallu que la Chine vienne et puis réduise une distance que certains faisaient en 2 jours avant, en 2 heures de temps aujourd'hui, en construisant cette route. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait une ingénierie, capacité de le faire. Bon, mais pour des raisons géostratégiques, à l'époque, on a freiné, 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 freiné. Donc, bref, c'est plus un type de géostratégie qui peut marcher. Ça a été toujours ma conviction de tous les temps. Ce qui ne m'empêche pas de garder, de conserver une certaine loyauté, et pour ne pas dire une loyauté certaine à ce pays avec lequel nous avons des liens et qui ne vont pas s'achever aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit, c'est déjà une histoire de famille. C'est un peu comme si on reniait les nôtres, c'est pas possible. Donc, pendant que la Chine fait ça, c'est très bien. Ils aident au développement, ils mettent la main dans la poche, hein, Exim Bank, financement des gros projets, sans attendre qu'il y ait de l'argent qui sorte forcément des gouvernements africains, en tout cas directement, eh bien, les autres devraient le faire. Mais ça empêche de constater que la Chine, c'est bien, ils font ça, mais il n'y a aucun Africain qui siège au comité central du Parti communiste chinois. Donc, ces liens qu'on peut souhaiter euh, sont là, on fait du business pur, mais on ne va pas dire que c'est la famille. La famille, c'est avec les Français, parce que hein, c'est mélangé. Il y a ce mélange qui dure depuis toujours. Donc bref, l'idée c'est de dire quoi? L'idée c'est de dire que j'avais pensé le conseil d'administration de Global TV comme étant la synthèse de tout, donc de toutes ces forces-là qui sont un peu à la confluence de ce qui se passe aujourd'hui dans notre continent, des Américains, des Russes et des Français. Ça, c'était la vision qui était la mienne. Donc, qu'est-ce que Simba dit à ces gens? Ça, c'est l'information de dernière main que je vous donne. Simba allait dire à ces gens, pour me rendre détestable à leurs yeux, oh, Palmer s'est opposé à ce que vous entrez, donc les Russes entrent dans le capital. Donc, il allait leur dire que moi qui avais œuvré à les rapprocher à Sim, j'étais contre eux. La conséquence a été directe, et donc profitant de ça, il a donc sali, oui, en plus c'est un agent français,
il est au Cameroun pour déstabiliser le pays, c'est les autorités qui me l'ont dit, et j'ai la bénédiction des autorités pour le détruire et tout. Donc voilà. Le résultat, mon visa permanent pour la Russie annulé. Bon, je trouvais que c'était une réaction un tout petit peu épidermique, mais bon, ça dépend, hein. L'homme est le produit de ce qu'il entend, des informations qu'il reçoit. Et donc, Sim l'a fait, et il a bien travaillé hein, dans le dénigrement, dans la calomnie. Il a bossé vraiment de manière très professionnelle. Il m'a rendu détestable au point où des gens avec qui je parlais bien avant ont commencé à me voir comme le démon. Bon, mais comme c'était un scénario de faux, et donc aidé par ces gens des qui ont renforcé Ferdinand Gongor, allez, on va le casser, on achète les pages de journaux, on raconte des trucs. Avec ces pages de journaux-là, ça va conforter donc les partenaires russes que ce type-là, il n'est pas fréquentable, de toute façon c'est un bandit, avec tout ce qui va être dit. Donc pour que vous compreniez très bien le scénario, c'est ce qui s'est passé. Donc là, aujourd'hui, il se trouve qu'il y a un renversement de tendance, parce que la vérité, vous savez, finit toujours par triompher, tôt ou tard. Peu importe les coups qu'on peut faire, les gens finissent toujours par savoir. Donc aujourd'hui, Simba, se sentant acculé, au moment où les problèmes ont commencé au Cameroun, il a organisé son départ vers la Russie avec femme et enfants, et même copine, hein, puisqu'à l'heure actuelle, il attend un enfant, mais pas de sa femme, comme on dit en Afrique, d'une chisa qu'il a amenée, une jeune fille qui a l'âge de sa fille d'ailleurs. Elles sont dans la même université. Est-ce qu'elles se connaissent? Est-ce qu'elles ne se connaissent pas? Ça, c'est une autre histoire, mais je préfère vous le dire, parce que ces gens, ils n'y sont pas allés de main molle quand il a s'agit de me détruire, même si eux, c'était sur du mensonge, mais voilà. Donc, s'il va embarquer tous ces gens-là, en se faisant passer par quelqu'un, pour quelqu'un de traqué par tout le système france-africain, du franc CFA, parce que voilà, il raconte très bien son histoire. Oh, il a créé une monnaie de génie, et cette monnaie de génie a fait que voilà, il était vu comme une alternative au franc CFA, donc ça menaçait les intérêts du franc CFA, ces gens veulent le tuer. Voilà l'histoire qu'il leur a vendue pour qu'il soit accepté avec femme et enfants au Cameroun. Pour la petite histoire, il n'a structuré aucun projet, parce qu'il n'en a pas la capacité, c'est un semi-lettré, hein, et je ne fais pas l'insulte de le dire, c'est ce qu'il est réellement, c'est des faits. Donc, ce monsieur-là, voilà comment il a procédé. Il se trouve que, bon, là, Moscou, là, maintenant, les choses commencent à être sues. Bon, vous savez, c'est pas trop mon cas personnel qui m'intéresse dans cette histoire. Parce que, comme je vous le dis, allez, c'est 168 000 euros qui me doit. Ce n'est non plus la somme que je n'ai jamais vue dans ma vie. J'aurais pu passer, tirer une éponge là-dessus. Mais ce qui est grave, c'est quand je vois le niveau de complicité. Et j'imagine que ces complicités s'abattent sur des gens qui n'ont pas de relation, qui n'ont pas de nom, qui n'ont personne. Là, c'est compliqué. Donc, on est obligé d'agir. Et agir comment? En mettant à nu ce bonhomme-là dans ce pays qui l'accueille, sous un faux prétexte, en tout cas sur le prétexte qu'ils lui ont vendu, et en le mettant en nu pour qu'il soit, il doit être chassé d'ici. Il doit être chassé de Moscou, et ça va se faire dans pas très longtemps, pour le rendre justiciable à nouveau. Comme il ne pourra pas revenir au Cameroun, parce que bien qu'il soit protégé par les Ferdis, bon, les Ferdis, ils n'en ont plus pour longtemps, je n'ai trahi aucun secret de vous le dire, comme ça, bien qu'il compte sur les Ferdis qui sont aux affaires, dont Ferdinand Ngonga, ces derniers jouent leurs dernières heures, et donc c'est pas eux qui vont le faire revenir au Cameroun. C'était ça le deal, hein. Le deal c'était on te fait revenir, bon la campagne va commencer, on va mettre la main sur le pays et tout et tout. Si on ne parvient pas à tuer le vieux avant, parce que c'était ça c'était ça le projet, on tue le vieux, et puis on prend les choses de force, tout le monde va être groggy, il va pas comprendre ce qui se passe, mais on est déjà là et on mate tout le monde, on élimine tous ceux qui peuvent être gênants. Ils avaient d'ailleurs des listes de gens, déjà dans leur liste qu'il fallait neutraliser très très rapidement. Et je me crois trahir aucun secret puisque les informations que je donne sont connues et sues par d'autres gens, en tout cas d'autres sécurocrates qui appartiennent au camp loyaliste, aux loyalistes du pays. Donc voilà ce qui était prévu. Donc là, Simb ne pourra pas revenir au Cameroun, parce que de toutes les façons, une fois chassé à Moscou, il ne pourra pas aller aux États-Unis, il ne pourra aller dans aucun pays de l'OTAN. Il sera obligé de revenir en Afrique,
au Ghana peut-être, où on mettra la main sur lui, où il deviendra justiciable commun comme tous les autres. Donc c'est un peu ça, ce sur quoi on travaille. Il a menti, oui, j'ai créé une maison de la langue russe à Douala et tout, histoire de s'attirer des faveurs. On est complètement sur de la manipulation, hein. Donc, en contrepartie de ça, vous avez quand même le droit de me protéger, mais non, il n'est pas du tout dans les convictions. Je vous dis, ce type, il a demandé plusieurs fois le visa Schengen. Donc, à l'époque, il était pas contre la France, il était pro l'Europe. Et c'est parce qu'il n'a pas eu ce visa que, voilà, par désespoir de cause, il s'est retourné vers les Russes. La preuve, il a fait un champagne qu'il appelle Odette Liep-Limal. Et ce champagne, vous savez ce que c'est quand on dit champagne, quand on appelle une boisson champagne. C'est une appellation d'origine contrôlée, ça veut dire que ça vient de la Champagne, c'est une région française, Champagne-Ardenne. Donc il a un champagne sur des champs qu'il a acheté ici en France, mais qu'il n'a jamais vu. Donc c'est pas du tout la démarche. Il aurait pu partir en Russie. Il y a des terres aussi bien là-bas qui peuvent être ensoleillées souvent, hein, même si c'est l'hiver le gros du temps. Donc on n'est complètement pas sur quelque chose qui est de l'ordre des convictions. On est sur quelque chose qui est de l'ordre de l'opportunisme crasse, le plus crasse, et opportunisme dont ces gens-là se servent pour essayer d'avancer. Bon, mais ce n'est plus pour longtemps, hein, tous les gens qui ont été spoliés, je vous en parlais tout à l'heure. Et c'est ça qui peut d'ailleurs faire mal, euh, parce que, voilà, quand vous voyez que il y a des gens qui se sont suicidés, il y a des gens qui ont perdu des membres, des proches de leur famille, et vous vous dites, mais allez, par rapport à tes 568 000, c'est quoi? C'est quoi des gens qui perdent la vie? C'est quoi des familles qui perdent des enfants? Des familles qui se séparent? C'est que dalle. Donc il faut lutter pour tous ces gens-là, pour que plus jamais, parce que si rien n'est fait, si on ne fait rien, eh bien c'est un précédent. Il y aura une jurisprudence, c'est mis par Fessim, donc demain, n'importe qui va se lever en se disant, de toutes les façons, eux, ils ont fait ça, qu'est-ce qu'on leur a fait? On leur a rien fait, donc moi aussi je peux venir faire. Donc c'est pour éviter ça, pour éviter que les gens considèrent que le Cameroun c'est un endroit où on peut venir faire ce qu'on veut. C'est pour éviter ça que je pense il faut agir. Il faut agir de manière très très rapide pour neutraliser cette personne-là. Je vous remercie tous ceux qui se sont mobilisés depuis que ce discours est tenu, qui m'écrivent, qui me contactent au téléphone depuis tous ces pays du monde. Je vous ai dit qu'il fera beau. Peut-être que vous n'occuperez pas tout l'argent qui vous est dû, mais je pense qu'avec une part du patrimoine accumulé par ce monsieur, hein, on parle de plus de 114 villas de 700 000 dollars, eh bien, il y a une possibilité quand même que chacun puisse avoir un petit pécule, que ceux qui remboursent les dettes, comme cette dame qui m'a appelé pour me dire qu'elle a pris 80 000 euros de crédit à sa banque pour investir, et du jour au lendemain, patatras, et donc aujourd'hui elle doit travailler dur pour payer, rembourser la banque. Si ces gens ont chacun même à 5 000 ou 10 000 euros qui tombent parce qu'il y a une classe action bien coordonnée à l'international, pas au Cameroun, parce qu'au Cameroun ça sert à rien. Je vous ai dit que, ok, on parle de Ferdinand aujourd'hui. C'est clair que c'est la crapule identifiée. Mais ma conviction, et ce n'est pas qu'une simple conviction, elle s'appuie sur des faits, c'est qu'il y a toute une constellation de gens qui ont bénéficié de ce système-là, le système de blanchiment d'argent, parce que le problème dont le Cameroun souffre aujourd'hui, c'est d'avoir un tas de gens avec des milliards de francs stockés dans leur maison, des milliards de francs stockés dans les maisons. Je vous en parle en connaissance de cause. À l'époque d'ailleurs, je me rappelle qu'on a été l'objet d'une note, on a fait une note dans ce sens au président, pour lui dire que voilà, on avait des informations, des gens qui stockent de l'argent dans la maison, et bon, ça n'a pas porté à conséquence, parce que je crois que le vieux, il est dans la stratégie aujourd'hui de dire il ne va pas ouvrir 10 000 francs, hein. Il y a beaucoup de pourris autour de lui, hein. Ils ne sont pas tous pourris, mais il y en a beaucoup autour de lui. Donc, je pense qu'à un moment donné, il se dit oh là là, si je me les mets tous à dos, comment je m'en sors? Donc, allez, on va procéder par étapes. Et donc, on est sur une première étape qui va donner des fruits très bientôt. Je vous le dis. Il fera beau au Cameroun très bientôt. Alors, maintenant, donc ça, c'est
le truc de la Russie, Global Télévision, donc voilà, sur la constitution du capital. De toute façon, moi, ma conviction personnelle a toujours été que, et c'est là les similitudes avec De Gaulle, moi je crois à une grande Europe s'étendant de l'Atlantique à l'Oural. C'était la vision du général, et la preuve, euh, quand j'entends même ce débat aujourd'hui, oh, on n'aime plus les Russes, on n'aime plus en France, ça me fait rigoler. Parce qu'il y a peut-être des informations factuelles que les gens n'ont pas. C'est qui le plus gros employeur privé en Russie? Eh bien, le plus gros employeur privé en Russie, c'est la France. Plus de 500 entreprises françaises opèrent en Russie, dont une trentaine du CAC 40, donc c'est indécent. Qui est le plus gros employeur privé en Russie? Eh bien, c'est toujours la France. Plus de 160 000 emplois créés. Donc, est-ce qu'un tel pays, qui a ce niveau de relation, ce niveau de connexion, peut prétendre aujourd'hui ostraciser cette partie? Je me rappelle d'ailleurs, février 2022, j'étais sur le plateau de télévision d'une chaîne au moment où commençait ce conflit-là, et j'avais dit que s'il y a un crash en Russie, eh ben, ça répercutera sur la Normandie ou la Wallonie. J'avais dit cette phrase-là, c'était le jour où Bruno Le Maire avait déclaré qu'ils allaient mener une guerre totale à la Russie. Et j'ai dit, ben, si la France mène une guerre totale à la Russie, eh ben, c'est comme si elle se mène une guerre à elle-même, puisque c'est pour les intérêts économiques en Russie, mais les intérêts économiques en Russie, c'est la France, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, le plus gros parc euh, d'employés privés en Russie, les Français, 160 000 personnes. Il fallait voir ce qui se passe là-bas quand, quand euh, toutes ces problématiques ont commencé. Il fallait aller dans une partie de la Russie où Total avait fait de gros investissements. Il fallait aller à gauche et à droite. Comment vous démantelez un tel système, sinon vous tombez sans tomber en récession vous-même? Donc pour moi, allez, on était sur de la petite parole politique, de la gesticulation, mais moi je vois pas d'avenir. Ces gens-là ils sont liés. Et quand je vous en parle, qu'on veuille nous faire le procès aujourd'hui d'avoir conservé des relations amicales avec un tel partenaire, je trouve que c'est juste de l'hypocrisie quand même. Hein. On a un ancien Premier ministre, François Fillon, qui était au conseil d'administration de Cibourg. Cibourg, c'est le numéro un russe de la pétrochimie. Le président de Cibourg, c'est un ami de Vladimir Poutine. Il était au conseil d'administration aussi d'un autre explorateur pétrolier russe, notamment spécialisé dans tout ce qui est exploration en dehors de la Russie. Donc, avec ça, qu'est-ce que vous pouvez dire? On ne peut pas prétendre qu'il n'y aura plus de rapport. Non, je considère qu'aujourd'hui, il y a une petite crispation, mais passé les querelles politiques, on ira vers autre chose. En tout cas, l'Europe, telle que je la conçois, n'a pas d'avenir en dehors de la Grande Russie. Il faut revenir parfois aux déclarations des sages, comme De Gaulle, en tout cas des gens qui étaient futés, qui avaient de longueur d'avance pour être édifiés, pour savoir exactement comment fonctionner quand il y a des cas comme ça. Voilà pour ce qui concerne ce cas. Maintenant, il y a un autre sujet que j'aimerais évoquer avec vous. J'ai vu des gens prendre des libertés, venir souvent sous mes posts, me taxer d'un membre du système et qui serait peut-être en train de cracher dans la soupe qui a mangé. Bon, je voulais quand même qu'on éclaircisse ça une bonne fois pour toutes. Et je sais que beaucoup de ceux qui viennent le dire sont instrumentalisés parce que d'un, ils ne sont pas capables de produire un seul de mes écrits, une seule de mes vidéos où j'encense ce qu'ils appellent le système camerounais. Je ne l'ai jamais fait. J'ai dit quels étaient mes liens avec ce système. Et je voudrais d'ailleurs qu'on évoque en profondeur c'est quoi la famille camerounaise. Parce que j'entends beaucoup de jeunes, et ça montre leur méconnaissance réelle de l'histoire de notre pays, se positionner, ah non, c'est les Écans, c'est les tel groupe ethnique, c'est les Bamileke, c'est les Bassas. Mais non, le Cameroun, il ne fonctionne pas comme ça. Il faut considérer le Cameroun comme une seule famille. Parce que quand vous allez chercher des accointances, vous allez vous retrouver à tuer quelqu'un qui est quelque part votre frère et que vous serez obligé d'enterrer derrière. Le Cameroun, c'est vraiment quelque chose d'assez complexe. Je vais vous raconter une histoire. Mon grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il est rentré vivant de cette Deuxième Guerre mondiale.
il a quitté aussitôt l'armée parce qu'il est rentré déçu de la France. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient tous été habillés en tenue d'apparat. Ils ont voyagé avec ces costumes jusqu'à Brazzaville. En tout cas, ceux qui venaient, qui étaient de l'Afrique centrale, ils sont venus jusqu'à Brazzaville et c'est de Brazzaville qu'on dispatchait chacun vers son pays d'origine. Sauf qu'arrivé à Brazzaville, au moment où ce dispatching doit se faire, il se passe quelque chose de formidable. On leur demande de rendre les costumes militaires d'apparat qu'ils avaient, qu'ils rendent, et on les a tous laissés avec des culottes. Donc ils rentraient chacun dans son pays en culotte. Il en a été très blessé et meurtri, a considéré que c'était une trahison et de l'ingratitude d'ailleurs. Au point, arrivé au Cameroun, il a démissionné de l'armée. Et après avoir démissionné de l'armée, il a dit à tous ses enfants, ses descendants, aucun de vous ne doit jamais prendre la nationalité française. Parce que ces gens-là, j'ai donné de mon sang pour leur libération en 1945 et la manière dont ils nous ont remerciés, c'est celle que je viens de vous décrire. Alors donc, ce grand-père rentre ensuite dans la police et un jour, un soir de fête, il avait un tout petit peu bu et il est au volant de sa voiture et il cogne le portail de l'ancienne présidence du Cameroun, qui est au centre-ville de Yaoundé, pour ceux qui connaissent. C'était au temps d'Aïdjo, donc vous pouvez imaginer, tout de suite, la garde républicaine, il est pris, mis au secret et tout. Tous les plans les plus durs sont en train de se fomenter à son sujet parce qu'on rigolait pas à cette époque. En plus, lui, du centre Bassa, elle, c'est les maquisards et tout. Alors, je vais vous dire qui lui a sauvé la vie. L'homme qui a sauvé la vie à mon grand-père s'appelait Bouba Kaélé. C'est Bouba Kaélé qui a été son camarade avec qui il a fait la guerre, que Aïdjo écoutait beaucoup, qui est allé voir Aïdjo en lui disant « Je me porte garant de ce type, c'est quelqu'un de particulièrement intègre, je ne pense pas qu'il ait été habité par une idée de coup d'État, parce qu'à l'époque, c'est vite parti, oui, c'est un policier, il voulait faire un coup d'État, et tout, donc ça rigolait pas, quoi. Idiot, il perdait pas de temps, quoi. Dès que c'est comme ça, on te coupe le cou, on t'envoie à Tcholiré ou à Mantoue, mais bref, tu ne refais plus une carrière normale. Donc, la vie de mon grand-père a été sauvée par Bouba Kaélé. C'est lui qui allait lui dire, non, 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 ce type-là, je m'en porte garant, vraiment, il faut le libérer. Donc la conséquence a été quoi? En guise de punition, il a eu une affectation disciplinaire, il a été nommé comme adjoint au commissaire des Bolova à l'époque. Alors, je vous raconte ça pourquoi. Aujourd'hui, quand j'entends le nom Bouba Kaélé, partout où je passe, quand j'entends ce nom, il me parle. Et le problème que la jeunesse camerounaise a aujourd'hui, qui nous met dans toutes ces divisions qui sont entretenues, c'est parce que beaucoup ne sont pas allés au village, beaucoup ne se sont pas frottés aux anciens pour entendre l'histoire de notre pays, parce que c'est au contact des anciens qui n'ont pas été de très brillants rédacteurs qu'il y a cette transmission orale. Donc beaucoup ne savent pas d'où ils viennent, c'est quoi leur trajectoire, et donc, fort de cette ignorance, ils ont tendance à cultiver ces clivages ethniques et machin. Aujourd'hui, le Cameroun, c'est une famille. N'allez pas chez Grégoire Oona pour commencer à dire du mal de John Frundi. En mode, il faut qu'on tue John Frundi. S'il est de bonne humeur, il va rigoler, il va rien dire. Mais s'il est de mauvaise humeur, il va vous foutre à la porte. Parce qu'il y a des liens familiaux. C'est un des fils qui a épousé la fille de l'autre. Donc, vous voyez, on est dans un pays aujourd'hui qui est dans une configuration très, 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 très compliquée. Il ne faut vraiment pas envisager les choses en termes de un tel est de quel point, parce que vous ne savez pas le niveau de ramification. C'est ça le problème de notre pays aujourd'hui. Donc on a des nouvelles générations qui n'ont pas très bien compris ces choses-là et qui sont dans le truc de tel est du système, tel est de la mangeoire. Mais quand on est une famille, est-ce qu'on choisit sa famille? On ne choisit pas sa famille. Dans ma famille, j'ai des demi-frères qui sont bamileke, qui sont d'autres contrées du Cameroun. Alors, vous pensez que moi, je vais être mêlé à un complot contre mes frères? C'est pas possible. Donc, c'est le cas de tous les Camerounais. Il faut arrêter de penser en termes de clan. Il faut commencer à penser en termes de pays. Parce que ça, c'est un vrai problème. Quand je lis des choses, ah oui, tel, il est du système. Mais c'est quoi du système? Je vais vous dire ce que c'est qu'être du système. Être du système, c'est d'avoir déjà bénéficié d'un marché de 14 milliards, comme il y en a certains qui ont bénéficié de ces marchés. Ça n'a pas empêché que plus tard,
ils soient portés par une ferveur populaire et qu'on les envisage comme étant des solutions pour une alternative. Pourtant, ils ont été et ministres et bénéficié de la commande publique et des marchés publics. Hein. Il y en a qui ont gagné de l'argent avec Alucam à l'époque, qui aujourd'hui sont des contestataires respectables. Hein. Donc on ne peut pas envisager l'histoire du Cameroun sous le prisme de que ouais, un tel est du système parce qu'il est de telle famille. Je vous dis toujours, il faut voyager au Cameroun. Parce que beaucoup de gens ne voyagent pas dans notre pays. Chacun reste dans cette petite zone. À partir de cette petite zone, il se construit ses plans sur la comète. C'est pas comme ça. Allez dans le sud. Je ne sais pas s'il y a un endroit qui est plus sinistré, pour moi, au Cameroun, que le grand sud, est. Quand vous arrivez dans les villages, vous voyez des jeunes de 10 ans, 12, 13 ans, déjà odontolisés, hein, donc ils boivent des alcools forts, ça a été fait exprès, pour se tuer les neurones. Et ces jeunes-là, ils sont addiction à l'alcool, ils n'ont pas le temps de revendiquer quoi que ce soit. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien. Pardon, il n'y a pas d'industrie pour leur donner du travail. Alors ces jeunes-là, pourtant, ils viennent d'où? Ils viennent du Grand Sud, où le président, il est du Sud, où les plaintes de ministres, là, sont du Sud. Donc si vous pensez que demain, le Cameroun de demain, il faut l'envisager en termes de que oui, voilà les écans, je trouve que c'est un discours très, très irresponsable. Voilà les écans, mais quel écan? Un type qui barbote l'argent du pays, qui le consomme avec sa famille et ses proches, qui sont d'ailleurs parfois, d'ailleurs, je vous ai dit, n'envisagez plus jamais le Cameroun en termes d'ethnie, parce que vous ne savez pas le niveau de ramification qu'il peut avoir. Vous voyez juste des gens comme ça constitués, vous ne savez pas quels sont les liens. Si on vous révélait 10% des liens qu'il y a entre les uns et les autres dans ce pays, je pense que vous avalerez votre chapeau. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que en réalité, il n'y a pas de lutte ethnique au Cameroun. Il y a une lutte de classe. Vous avez des gens qui sont gavés, qui ont pris beaucoup d'argent du pays, ils mangent entre eux, et rassurez-vous, hein, ils ne regardent pas un tel vient de tel coin ou tel autre coin. Non, ce n'est pas le sujet. Donc il y a une lutte de classe entre ceux qui ont confisqué donc la fortune publique et les autres qui n'ont rien. Mais il n'y a pas de lutte ethnique. Parce que le gars d'Ebolova, le gars qui est à Mesese, pas loin du village du président de la République du Cameroun, qui est là à l'Odontol, matin, midi, soir, qui se défoule avec son champ de cacao, il peut s'en sortir. Ce gars-là, il a profité de quoi du système? Admettons qu'on dit, ah ouais, il profite de quoi du système? Ben, de rien du tout. Donc on va lui faire demain un procès, en mode que oui, le président c'était quelqu'un de chez toi, donc c'est vous qui avez mal géré le Cameroun. Mais il faut arrêter ça, les gars. Parce qu'au même moment, on peut aussi opposer aux autres. Ah ben oui, mais ceux qui gagnaient les marchés, ceux qui étaient les prête-noms, c'était les gens de l'Ouest. Et donc, comme c'est les gens de l'Ouest, tous les... Non. Quand vous commencez à raisonner de cette manière, vous faites quoi de tous les millions de Bamileke qui se débrouillent, qui se lèvent tous les matins? Moi, j'ai vu, hein, j'ai fait un voyage à Fumban, il y a quelques années, en arrière. Et au matin, on est parti très tôt, il était 4 heures. La chose qui m'a frappé, c'est que 5 heures du matin, vous roulez en voiture, vous voyez des gens sortir comme des petits pygmées dans la forêt. Ils ont chacun un sac, une houe et tout. Ils vont travailler. En pays bamileke. Comme moi, j'ai vu ça. Et j'étais avec des étrangers, des Français, à qui j'ai dit, c'est ça la force du travail du Cameroun. Des gens qui se lèvent à 5 heures et par un climat plutôt dur, hein, très froid. À l'ouest, donc, alors vous n'allez pas réduire tout un peuple de gens qui se battent comme ça, qui travaillent, à quoi? À 2 ou 4 ou 5 de leurs frères qui font des affaires avec l'État, qui sont copains avec un tel, et donc finissent par aller dans une généralisation coupable. Que oui, c'est eux qui ont gagné tous les marchés et tout, mais non. Le gars qui est au marché d'un Bopi, qui se bat, celui qui va acheter sa marchandise en Chine, qui dort parfois dans des gares voyageurs pour réussir, qu'est-ce qu'il a à voir avec celui qui gagne les gros marchés d'État, en tout cas qui enfile des marchés d'État pour qu'il soit bien en bon prête-nom? Il n'a rien à voir. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête ces raisonnements-là par raccourci. Hein. Oui, un tel, il a du système, il était là-bas, il mangeait. Moi, je suis le système, j'ai mangé quoi? Peut-on me dire une commande publique, un marché d'1 milliard, même de 100 millions que j'ai eu au Cameroun? Hein. Vous pensez que c'est ça d'un système? Être d'un système, c'est qu'on a bénéficié d'avantages. C'est lequel des avantages? Moi, j'ai simplement été un patriote
qui a eu la naïveté de croire, au sorti de l'adolescence, que, bon voilà, ce qu'on pouvait lire dans un livre pouvait refléter exactement ce que feraient les gens. J'ai oublié que il y a l'un des articles de la Constitution qui parle de l'impérativité du mandat. Hein. Tout mandat impératif est nul. C'est un article d'ailleurs qui légitime la ruse en politique. Ça veut dire qu'un homme politique n'est pas tenu de faire ce pourquoi il a été élu. Donc quelqu'un peut venir vous promettre tout ce qu'il fait, tout ce que vous voulez. Une fois qu'il est au pouvoir, il fait autre chose, vous ne pouvez rien lui faire. C'est ce que veut dire cet article-là, sur l'impérativité du mandat. Hein. Tout mandat impératif est nul. Donc on a donné la latitude aux hommes politiques de venir mentir. Mais nous, on ne savait pas à l'époque, on était des naïfs. Donc moi, j'ai lu le libéralisme communautaire, je me suis dit, ah ben tiens, un type qui a des idées comme ça, avec ça, on développe le Cameroun très rapidement. Donc, jeune, à l'époque, on s'est engouffré, on a créé un mouvement, la Presby, la jeunesse du président Biya. Nous avons commencé à ferrailler, on a eu plus d'un million de gens, de jeunes, repartis dans l'ensemble du territoire. Mais c'était quoi notre mantra? C'est quoi la ligne qu'on suivait avec les Philemon Tcham Tcham et les Lucien Bambok et tous les autres? On avait une ligne qu'on suivait. La ligne, c'était ce livre-là, cette Bible. Ben, après, on s'est rendu compte que mais non, le livre, c'était quelque chose, mais dans la pratique, ce n'est pas du tout ce qui était écrit dans le livre que le président entendait développer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris nos distances. Mais le fait de prendre nos distances n'empêche qu'on ait des familles, qu'on ait des amis qui sont là et tout. Et est-ce que c'est avoir ces amis-là qui fait de nous des gens coupables? Je pose la question. Arrêtez de raisonner de cette manière. Parce qu'en raisonnant de cette manière, je vous dis, vous allez causer un impair un jour et puis vous retrouvez, allez enterrer quelqu'un que vous avez tué vous-même parce que vous étiez sûr qu'il vous est très éloigné, qui n'est pas proche de chez vous et tout, machin. Non, on est une seule famille, la famille camerounaise. Je vous promets, prenez le soin, pour ceux qui n'ont pas eu cette culture d'aller parler avec les anciens, allez au village. Je vais raconter une histoire. Il y a un fils de Sopo Priso qui est dans un internat dans le sud-ouest camerounais et qui fait la rencontre d'un fils de Moumier ou Wandé, l'un des deux. Donc il ne sait pas, il se tisse d'amitié là-bas, il se lie d'amitié et un jour il rentre en week-end à Douala et il revient avec son camarade à Douala pour passer le week-end avec lui. Donc la mère, donc cette femme de Sopo, lui demande alors mon fils, ça va, toi tu es d'où et tout. Il dit non, moi je suis un tel et tout. Et la dame, elle appelle son fils et dit, est-ce que tu sais que ce qui se passe là, c'est le destin? Donc le fils ne comprenait rien, il lui dit, bon, allez, je vais te raconter une histoire. C'est un secret qu'on peut dire aujourd'hui, puisque le principal protagoniste n'est plus en vie, donc je ne pense pas qu'on salira sa mémoire en le disant. Il se trouve que Sopo Priso a été président de l'ATCAM, hein, l'Assemblée territoriale camerounaise, qui est l'ancêtre de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et à l'époque où il est président de l'ATCAM, pour gagner des suffrages à l'époque, il avait dû passer un deal secret avec l'UPC. C'est grâce aux voix de l'UPC qu'il a pu prendre le contrôle de l'ATCAM à l'époque. Mais c'était un deal secret parce qu'officiellement, l'UPC, Sopo, lui, c'était un homme d'affaires proche des Français, donc ce serait jamais passé que les Français sachent qu'ils causent même avec les gens de l'UPC, mais ils se sont entendus comme des frères. Regardez bien la perspective. Ils ont parlé, bon, je sais que les gens là, ils ne vous aiment pas, mais voilà, ils ont fait des deals, l'envoyé qui allait dans les camps de maquis, dans les forêts, transmettre les messages, parce que c'était super surveillé par les colons à l'époque, il y avait une police qui était très redoutable. C'est la femme, hein, la veuve, qui à l'époque s'est déplacée pour aller dans le maquis, passer les courriers que Sopo Priso envoyait donc à ces gens-là, donc à ses frères camerounais qui étaient de l'autre bord. Et donc ils ont fait ça. Ça fait que le jour où Ramadier propose à Sopo, allez, moi on m'a demandé à l'Élysée de voir avec toi si tu veux pas prendre la présidence du Cameroun, puisque Mbida n'était pas dans leur profil, c'était pas un homme suffisamment soumis à leurs yeux. Eh bien, on lui donne une condition. La condition, c'est que, allez, tu deviens président du Cameroun, mais il y a une condition, il faut que tu tues tous les leaders du RDP, de l'UPC. Qu'a-t-il fait Sopo Priso, il a dit à Ramadier, bon, laisse-moi réfléchir, je vais voir, et je reviens. Je reviendrai vers toi. Je crois que c'était Ramadier, au commissaire à l'époque. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit, mais les gars de l'UPC, c'est mes frères, j'ai un pacte avec eux, je ne peux pas tuer mes frères. Il a préféré passer son tour. Il a préféré. Donc quand l'autre type est venu, il a dit, non, j'ai réfléchi, je pense que c'est pas bon pour moi, je passe. Je passe mon tour.
Donc quand le fils, les deux enfants se retrouvent à l'internat, ils sont à des années-lumière d'imaginer, qui sont liés par une histoire commune. Parce que les pères étaient dans un deal à l'époque ensemble. Un deal qui a été bien pour notre pays. Donc faites très attention, vous qui êtes dans les raccourcis rapides là. Oui, un tel et de l'autre là, c'est quelqu'un qui est dans la... Oui, il est avec... Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une grande famille camerounaise. Faites très attention. Vous ne savez pas quels sont les liens, qui est l'enfant caché d'un tel dans la famille que vous voyez là, et vous allez venir parler, et puis on va vous dire, mais non, non, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qui fait la force du président Biya aujourd'hui? Bon, c'est vrai que c'est un aîné, c'est pas à moi de parler de ces affaires de lit. Mais ce qui fait la force du président Biya aujourd'hui, c'est qu'il est infiltré dans au moins chaque grande famille camerounaise. Je m'arrêterai là, vous suivrez mon regard. Donc partout où vous irez comploter contre lui, vous arrivez là-bas, ouais, non, ce type-là et tout, vous ne savez pas que vous êtes en train de parler là où il dort. Hein? Donc faites attention. Le Cameroun, ce n'est pas un pays que vous devez aborder avec légèreté, en mode oui, un tel, il était avec le système, il mangeait avec eux hier. Moi, je te redis, je mets à défi quiconque veut produire un écrit, une vidéo ou quoi que ce soit, où j'encense ce système. C'est juste impossible de prouver, de reproduire ça, pour une raison simple, je vous ai dit, quel était le parcours. Il y a plus de 30 ans, bientôt, puisqu'on crée la Presby en 96, en 2026, ça fera 30 ans qu'on a créé la Presby. Moi, je suis resté quoi, 3 4 ans, quand on a compris que, bon, allez, c'est pas les valeurs qu'on nous a vendues dans le livre qu'on avait tendance à voir se reprendre dans la société. J'ai pris ma liberté, je me suis écarté de ce mouvement. Je suis parti, mais je ne renie pas euh, mon parcours là-bas. Au contraire, j'en suis très fier. Il a permis de me former politiquement, d'avoir le puissant réseau que je peux avoir aujourd'hui dans le pays, puisque la quasi-totalité des gens qui gèrent, qui dirigent aujourd'hui, j'en ai connu beaucoup pendant que j'étais dans cette organisation, d'avoir une compréhension réelle des affaires de notre pays. Quand je vous dis souvent, je ne peux pas traverser le sang du vieux, bah, je vous parle en connaissance de cause, parce qu'il y a des choses qui lient. Après, dans la vie de tout être humain, il y a une part d'ombre il y a de lumière. Moi, j'ai toujours préféré focaliser sur la part lumineuse et laisser l'ombre dans l'ombre. Donc, il y a certainement à redire sur chacun d'entre nous, mais je dis, il faut pas tout mélanger. Vraiment trouver autre chose. Là, vous, les petits qu'on envoie, pour venir raconter des choses dans l'espoir de salir, trouver autre chose. Mais arrêtez de dire un tel était du système imagé, parce qu'on n'a que ça. Hein? S'il faut commencer à réfléchir comme ça, on va dire quoi de Joshua aussi? On va dire quoi de Maurice Kamto? On va dire quoi d'Albert Zonga? Vous savez tout ce qu'il y a avec ces gens-là? Vous connaissez un Camerounais aujourd'hui qui est là, qui a droit de citer. Nous avons un pays où tout s'est fabriqué par le pouvoir politique. Même les médias. Si on commence à vous dire aujourd'hui les connexions, un tel qui fait semblant d'insulter et tout, là où il dort, quand vous allez aller comploter contre le vieux chez lui, c'est lui qui va aller vous vendre. Si on commence à vous raconter ces choses, on n'en sort pas. Donc on n'est pas un truc divisé comme vous pensez. Il y a une famille camerounaise et l'exercice que je prescris aux uns aux autres aujourd'hui, rapprochez-vous des anciens, parlez beaucoup avec les anciens. Vous allez découvrir des choses mais inimaginables dans votre pays. Vous découvrez qu'on est en réalité une mosaïque de peuples mais qui se sont entraînés. Je vous parlais de l'histoire de mon grand-père. Il est au cabinet civil avec Momoundieu à l'époque. Hein. C'était Xavier Toré, ou un truc comme ça, ouais, c'était Xavier Toré. Au commissaire, il partage le même bureau que Mbumbu Ndjoya, jeune sorti d'école, brillant, et tout. Et puis, par la suite, Mbumbu Ndjoya est nommé ambassadeur, je ne sais plus si c'était en Guinée équatoriale ou en Égypte, l'un des deux pays en tout cas. Et puis il reçoit une demande d'explication du ministre des Affaires étrangères de l'époque, certain Tepe, qui avait constaté, non, je crois, c'était en Guinée équatoriale, avait constaté que l'ambassadeur du Cameroun, donc le sultan Bobo Dioula, passait beaucoup de temps, tous ses week-ends à Douala et tout, et ça avait tendance à lui serrer. Donc il lui fait une demande d'explication, en lui disant, ouais, nous avons observé que vous passez votre temps et vous ne prenez pas forcément de permission pour vous déplacer, pour venir. Donc la feuille dans laquelle il adresse la demande d'explication, le sultan l'a retournée et il a écrit, continuez à m'envoyer ce type de demande d'explication et vous verrez ce qui va se passer, ce qui va vous arriver. Ntepe prend ce papier, tout remonté, il monte, il va voir Aïdo. Oui, mais voilà,
Comment ce petit, voilà comment il me parle et tout, et toi, et tu lui dis, non, c'est le prince, il faut laisser tomber. Pour vous dire quoi? Si tes pères avaient une bonne connaissance des affaires du pays, il aurait compris que il y a des règles, certes, mais il y a aussi des exceptions à ces règles. C'est le fait qu'il aille voir Aïdjo pour se plaindre d'Njoya a démontré du fait que, dénoté d'un fait qu'il ne connaissait pas bien l'histoire de notre pays. Donc prenez le temps, chers frères, chères sœurs camerounaises, d'aller vous renseigner. Il faut écouter un peu les gens là, savoir c'est qui est lié à quoi. Et arrêter de voir les autres comme des étrangers parce que je vous le dis, le Cameroun c'est une seule famille. Quand on vous révélera les liens des uns et des autres, vous allez tomber des nues. Donc aujourd'hui, le combat qui doit être mené pour qu'il fasse beau au Cameroun bientôt, c'est le combat de rassembler, de réconcilier tous ceux qui sont habités par un esprit positif et tous ceux qui sont habités par l'idée de grandeur de notre nation, que le Cameroun retutoie son lustre d'antan, retrouve sa grandeur d'antan. Et ça doit se faire nonobstant les tel vient de là-bas, tel vient de là-bas, parce qu'à la fin, nous venons tous du même endroit. Il y a un type un jour, un blogueur camerounais qui a fait une, une publication. Il a dit oui, Palmer, il est contre les Bamileke, il a produit un faux enregistrement, c'était même pas moi dans l'enregistrement et tout. Et puis, euh, et puis les gens qui me connaissent, ils ont rigolé. Je dis, ben, il est contre les Bamileke, mais il a des frères qui sont Bamileke aussi, hein, dans sa famille. Donc, qu'est-ce que vous faites de ça? Donc, moi, je suis contre mes frères. Non. Bref, soyons sérieux. Euh, Revenons à l'essentiel. Il ne faut pas se disperser. Il ne faut pas se disperser. On doit créer des acquaintances en fonction des valeurs qui sont des valeurs partagées. Et il y en a plusieurs. Et je pense que de cette manière, on peut réussir à faire quelque chose. Et je vous ai dit, quand je vous dis qu'il fera beau, c'est pas de simples paroles en l'air, hein. Ça a commencé. C'est juste que vous ne voyez pas ce qui se passe sous vos yeux. Il y a des choses qui sont en train de se passer sous vos yeux. Euh, si je vous dis le nombre de tentatives d'obstruction qu'il y a dans l'histoire de Martinez depuis bientôt un an, mais les choses avancent quand même. Le nombre de tentatives d'obstruction, si on était dans le Cameroun d'avant, où la bande à Ferdinand était riante, Ferdinand qui n'est pas seul, hein, je l'ai dit, bon, heureusement, on ne peut pas mettre tout le monde à nu à cause de ces liens-là. Parce que si je me retrouve à vous insulter, vous, mon cousin, vous allez me dire quoi? Vous allez aller au village, dire oui, il allait m'afficher sur la place publique, le linge sale se lave en famille, pourquoi il ne m'a pas attendu en famille pour me dire telle ou telle chose? Mais je veux quand même vous dire que Ferdinand, son zèle, son arrogance, il ne la doit pas au simple fait qu'il est Ferdinand, parce qu'il n'a pas inventé la Lune, il n'a rien fait de spécial et tout, mais c'est sur les branches sur lesquelles il est accroché. Parlons de Ferdinand, je crois qu'on va sortir par là. Il m'est revenu cette semaine, toujours par les réseaux de Sim, Michel Bissaï, Sim. Oui, vraiment, le SG, ils sont en train de voir, on va émettre un mandat d'arrêt international contre lui. Oh, j'ai vachement peur là. J'ai peur, Ferdinand. Je tremble de tous mes membres. Non, soyons sérieux. Il y aura de mandat d'arrêt contre personne. Ça marche pas comme ça, hein. Vous comprenez? La vie, c'est vrai que vous n'êtes pas beaucoup sorti du Cameroun. Vous êtes resté là sur place, à vous goinfrer. Mais ça ne fonctionne pas de cette manière. D'accord? La justice n'est pas manipulable partout dans le monde comme vous le faites au Cameroun avec vos flics ripoux et vos magistrats ripoux. Elle obéit à d'autres choses. Donc, essayez simplement de dire que tel nom en mandat Interpol, même vous verrez ce que ça va produire. Ça ne produira rien, hein. Parce qu'on sait qui est qui. Vous n'êtes pas les seuls qui êtes au courant des backgrounds, des parcours des gens. On sait qui est qui dans ce monde, qui est un voyou, qui est quelqu'un de loyal ou d'honnête. Ça ne marchera pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, vous devez focaliser votre attention et l'énergie à, à préparer ce qui arrive là, hein. Faut le préparer. Bon, malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, on est une même famille. Donc, on viendra vous donner des bananes, hein, s'il le faut. Euh, Parce que voilà, vous êtes des truands peut-être, mais puisque tous ces gens que je vous cite, un type comme Pierre Bikele, colonel de Pierre Bikele, celui qui fait partie de ceux qui ont envoyé les escadrons de la mort, s'ils pouvaient imaginer le niveau d'interconnexion qu'il y a,
familiale, mais il aurait organisé le deuil de quelqu'un qui l'a tué. Vous voyez, on est dans quelque chose, mais vraiment de complètement ridicule, là. De complètement ridicule. Mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter parce que nous y travaillons, là, aujourd'hui. Les Simbes, tous ces gens-là, ils vont devoir s'amender. Euh, voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, la solution qu'on est en train de trouver, c'est une solution judiciaire à l'international. Ça va se faire, sauf si, entre-temps, il y a une solution politique au problème. C'est-à-dire que, OK, le vieux, il entend hein, ce qui se fait, il entend bien. Et il est bien conscient qu'aujourd'hui, il n'y a plus de justice au Cameroun. C'est lui n'importe quoi. Donc, et la solution politique, c'est de dire, bon voilà, ces gens qui ont été spoliés, on ne peut pas rester sans rien dire. C'était quoi le crime de 300 000 personnes de vouloir s'arrimer aux nouvelles technologies de l'information et de la communication en allant sur faire de la spéculation en crypto. Tout le monde gagne de l'argent avec les bitcoins et tout ce que vous voulez dans le monde. Pourquoi pas nous, chez nous? Donc si les gens sont escroqués, le rôle quand même d'un pouvoir, c'est de pouvoir protéger d'administrateur, c'est de pouvoir protéger les administrés. On ne peut pas laisser les gens comme ça et dire bon, on passe à perte et profit. D'ailleurs, même c'est dangereux pour notre pays, l'économie de notre pays. C'est-à-dire quoi? N'importe qui se lève, il vient, il siphonne dans l'épargne. Ben, si on siphonne dans l'épargne, avec quoi nous finançons? Nous finançons l'activité. Hein? Puisqu'on voit tous les jours recours à l'emprunt, les emprunts obligataires à gauche, à droite, mais ce qui finance d'abord, qui porte l'économie d'un pays, c'est l'épargne locale. Donc on laisse quelqu'un venir taper 5 000 milliards sans conséquence parce que ça a arrangé 4 ou 5 personnes dans le système. Non, c'est un danger pour l'économie de notre pays, donc on doit pouvoir sévir pour que ce soit le seul, le premier et le dernier cas. Mais qu'on ne puisse pas continuer comme ça. Donc ça appelle une solution politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je comprends que même le ministre de la Justice, il est tétanisé. Hein. Il n'ose pas trop s'avancer. Bon, est-ce qu'il a touché? Est-ce que j'en sais rien, mais je sais qu'il y a beaucoup de ces petits qui ont touché. D'où l'absence. Vous avez vu, il est passé à l'Assemblée nationale. Oui, non, voilà, j'ai pas été saisi. Alors, Nietzsche, après que Nietzsche l'a interpellé, en temps, il y a des plaintes qui ont été déposées, qu'il a reçues, mais il n'y a pas grand-chose qui bouge hein, de son côté. Donc, vous comprenez que ça s'est gavé à plusieurs niveaux aujourd'hui et ils se protègent un peu entre eux. Mais non, quand c'est comme ça, même pour le symbole, sacrifiez-en. Hein, quelques-uns, hein, même pour le symbole. Là, on va dire, bon, ouais, ils sont pourris, mais ils ne sont pas tous pourris quand même. Hein. Donc là, il faut, pour ceux qui aiment la symbolique des gestes, il faut quelque chose de fort qui permette de, en tout cas, de laver l'image de notre pays. Parce que quand vous voyez que on en est au stade où on mobilise les services secrets d'un pays comme le Cameroun pour assassiner un citoyen et on vous dit combien les gars, les membres du commando, donc des militaires ou des policiers ou des gendarmes, des services secrets, il y en avait certains à qui on donnait 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA, vous vous rendez compte? Ce que vaut la vie au Cameroun, et ce n'est pas 10 000 francs CFA que les gars du Kosovo à Konengi, qu'on a donné à un gars du Kosovo qui n'a pas mangé bien pendant un moment, et donc il s'est dit, allez, la vie ne vaut rien, pour 10 000 francs, je peux tuer quelqu'un. Non, c'est des gens qui sont des salariés de l'État du Cameroun, des membres des services secrets, à qui on a des 10 000 francs CFA, pour certains, dans la mission ciblant l'assassinat de Martinez Hugo. Donc vraiment, on touche le fond. Ce truc-là doit être fermé très très rapidement. Et si le vieux, il ne sait pas faire, ben, confiez-nous, on va vous construire ce qu'on appelle des vrais services secrets qui redonneront de la fierté à notre pays. Hein, et qui vont nous débarrasser de toute cette petite vermine-là, tous ces grades de colonel, on ne sait pas comment ces mecs ont fait pour devenir colonel et tout. Ça va à peine vous écrire un procès verbal, vous truffé de fautes et tout. Mais ces gens-là, ils sont colonels, quoi. Ils ont des grands titres. Donc, il va falloir arrêter ça très vite parce qu'il faut que les gens le sachent. Martinez, certains membres du commandant ont touché 10 000 francs CFA, 10 à 15 000 pour, pour la besogne qui a été. Donc, on a mobilisé des services secrets qui ont fait un crime pour ces montants-là. Vous devez comprendre un peu à quel niveau nous sommes. Voilà, les amis. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous, là, aujourd'hui. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui appelle, là. Oui, allô, Jean-Pierre? Oui, bonjour. Oui, oui, allô, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, je suis au courant. Je vous rappelle, hein, je suis en train de boucler là. Je vous rappelle.
À tout de suite. Donc là, malheureusement, je suis obligé d'y aller parce que j'ai un meeting avec une quarantaine de personnes, quarantaine de victimes des États-Unis, du côté des États-Unis. Donc on a un Zoom. Là, dans quelques petites minutes, ça se structure là, petit à petit. Je ne pense pas que euh, la Fédération de Russie, avec le visionnaire président Vladimir Poutine, ils vont être d'accord de continuer à garder Sim après de savoir tous les crimes que ce type a commis, même sur le plan spirituel, karmique, ça peut pas donner. Il faut que le petit frère qui vienne répondre de ses crimes et voilà, comme ça, ce sera fait, il va payer et puis on passera à autre chose. On va l'aider à se relever plus tard parce que voilà, il reste un Camerounais, c'est notre frère, hein, on ne va pas le jeter, mais il faut qu'il paye déjà, hein, ce serait pas mal, qu'il paye pour la mémoire des gens qui sont morts du fait de son arnaque. Et, voilà un peu l'approche. Merci à tous d'avoir été là. Euh, vous avez été un certain nombre et on se reparle très vite, hein. De toute façon, on travaille, là on est au taquet, on fait beaucoup de travaux, je vous rendrai compte au fur et à mesure de comment les choses avancent. N'hésitez pas, vous me contactez au numéro de téléphone que vous avez pour certains d'entre vous, euh, comme les autres, hein, comme les 40 avec lesquels j'ai réunion tout à l'heure par Zoom. Merci beaucoup, je vous souhaite une très 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 bonne fin de week-end. À bientôt. Il fera beau, hein, il fera beau au Cameroun bientôt.